Écoutez, merci beaucoup de m'accueillir ici à Brest. Je suis très heureux de l'organisation de cette conférence. Je remercie la conférence Galilée d'avoir eu cette idée incongrue de m'inviter dans le Finistère, alors qu'en effet j'ai écrit un livre on va revenir sur ce terme, mais sur ce qu'on appelle l'ethno-régionalisme, c'est-à-dire une forme particulière de conception de l'identité régionale qui va lier identité, culture et politique. Mais je reviendrai là-dessus. Peut-être de manière liminaire, quelques mots sur la genèse du livre. Pour vous donner mon parcours en 2-3 traits, peut-être que je reviendrai sur 2 caractéristiques. La première caractéristique, c'est que je suis d'abord un universitaire. J'ai travaillé notamment sur les assemblées parlementaires, j'ai fait ma thèse sur le Sénat, et dans le cadre de cette thèse sur le Sénat, j'étais amené à travailler sur les sujets relatifs à la décentralisation, parce que parler de collectivité territoriale, quand vous parlez du Sénat, ça apparaît quand même avoir un petit lien, et donc ce faisant, vous êtes contraint de travailler ce type de thème. Et dans ce cadre-là, j'ai été assez étonné tout de même du faible traitement qu'on pouvait avoir en France des sujets relatifs au sécessionnisme, au régionalisme, sachant que dans la plupart des pays européens voisins, c'est l'un des problèmes majeurs de la vie politique. La Belgique, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, vous avez aujourd'hui un effritement des nations qui nous entourent, et dans ce cadre-là, pas l'Allemagne, mais on reviendra peut-être sur le cas allemand. Et dans ce cadre-là, on apparaît comme une forme de village gaulois, un petit peu. Alors je sais que par définition c'est là aussi très régional, le village d'Astérix, mais a priori, dire que la France serait épargnée par tout ça peut étonner, peut interroger. Quand on fait quelques recherches de manière un peu plus poussée, on se rend compte que, non, que les mêmes phénomènes qu'ont connus nos voisins, parcourent également la France et que, on assiste aux mêmes dynamiques, mais probablement avec un effet de retardement. Et que si donc, on souhaite se garder des problèmes qui sont ceux de nos voisins, alors on peut constater que ce n'est pas un problème, mais si on considère que ce qui se passe en Catalogne, ce qui se passe en Écosse n'est pas enviable pour notre pays, à ce moment-là, il faut avoir conscience des phénomènes qui sont en place. Ça, je dirais, c'est la partie secondaire de mon raisonnement. En tant que chercheur, je me suis contenté de mettre en avant ces phénomènes, de dire, voilà, ce qui s'est passé ailleurs se passe également, à des degrés divers, chez nous également. Et donc, il faut avoir un œil dessus, il ne faut pas penser qu'il y a une exception française, il y a des logiques de sciences politiques qui peuvent expliquer l'effet retardateur de ces phénomènes-là. Par rapport à ça, évidemment, j'ai, je dirais, un sentiment qui est un sentiment de crainte vis-à-vis de ce type de montée identitaire. Étant donné que je viens plutôt d'une gauche républicaine, c'est mon identité politique qui me structure idéologiquement, politiquement, et que le fait de rompre l'universalisme républicain au nom d'identités qui vont être des identités réifiées, peut poser problème. Par ailleurs, je suis d'une gauche républicaine et patriote. Et l'idée que le pays se décompose et que nous ne fassions rien m'apparaît également comme étant quelque chose de problématique, voire de criminel. D'où le fait qu'un jour, un ami éditeur qui a, je ne sais pas s'il a du pif, mais en tout cas, il m'a dit ce serait bien que tu sortes un petit peu de ton université avec tes articles que personne ne lit, à part tes confrères, et que tu en fasses un essai. Et que ce que tu dis, ce que tu expliques, ce sur quoi parfois tu fais des tribunes, parce que j'avais déjà fait des tribunes dans le Parisien, dans le Figaro, dans l'Humanité pour dire voilà, non, c'est pas bien, attention, voilà, il faut faire attention. Mais pour que ça ait une portée, m'a-t-il dit, il faut que tu fasses un livre, il faut que tu le fasses avec moi. Et d'où le fait que, on a produit ça. Donc c'est un livre qui est un livre qui se veut à la fois d'alerte, de vulgarisation, de réflexion politique, qui, je dirais, sont liées à un travail scientifique originel, et en même temps, un livre qui a pour but de faire bouger quelques lignes au vu d'une situation qui aujourd'hui est une situation qui m'apparaît dangereuse. C'est un livre qui tente de démonter en réalité 2 grands lieux communs. Le premier lieu commun, c'est que, il y aurait en France des régionalismes qui seraient des régionalismes gentils, qui seraient l'émanation de petites patries, de cultures qui ont été écrasées par l'unité nationale et qui ne mériteraient que de survivre. Ça existe. Ça existe et ne mériterait que de survivre, je suis d'accord avec ça. Mais en revanche, ce qui est vendu souvent, ce
qui a pignon sur rue, ce qui notamment en Bretagne, eh bien, va être subventionné par les collectivités, c'est pas ça. C'est un logiciel politique qui est un logiciel politique historiquement construit, assez récent, qui souvent se substitue justement à ces petites patries, logiciel politique qui, en règle générale, prend comme principal adversaire la nation. Ça, c'est le premier lieu commun à démonter. Je vais y revenir. Là, en bon universitaire, je suis en train de vous dessiner un plan. C'est mon grand 1. En grand 2, on parlera un peu plus de pourquoi est-ce que ça nous menace. De pourquoi est-ce qu'au fond, ce n'est pas épiphénoménal. Parce qu'une fois que vous avez convaincu les gens qu'en effet, ce n'est pas tout à fait ce que ça a l'air d'être, ils vous disent « Oui, mais bon, la France, 200 ans minimum de jacobinisme, 500 ans de centralisation. Nous sommes immunisés, nous sommes justement ce petit village gaulois d'Astérix qui fait que jamais ce qui se passe à l'étranger n'arrivera parce que nous sommes français. » Certes, mais comme je le disais tout à l'heure, il faut sortir de ce logiciel-là. Ce qui est arrivé ailleurs peut nous arriver, et d'ailleurs, la région dans laquelle on vote le plus pour des partis ethno-régionalistes aujourd'hui, c'est pas la Catalogne, c'est pas l'Écosse, c'est pas la Flandre, c'est la Corse. Et c'est pas la Corse de tout temps, c'est la Corse depuis 10 ans. Il s'est passé un truc. Et ce truc, il date pas de l'annexion de la Corse. Ce truc, il est très récent. Et il vient de politiques qui ont été menées et qui ont encouragé ça. Et on voit que ça va très vite. Et on voit que ça a été très vite en Corse comme ça a été très vite en Écosse. On voit que ça va très vite en Corse comme ça a été très vite dans beaucoup de régions européennes, dès le moment où vous mettez en place les moyens pour que ça aille très vite. Et donc il faut être prudent. Bon, reprenons les choses dans l'ordre si vous le voulez bien. À quoi a-t-on affaire ? Et ce livre, c'est un livre contre quoi ? Je ne regarde pas mon téléphone parce que je réponds à des SMS pendant que je vous parle. Je regarde mon téléphone parce que comme tout universitaire, je souffre d'incontinence verbale. Ça fait partie du métier, on est soigné, on est accompagné psychologiquement contre ça. Mais du coup, parfois, ça fait des conférences très longues. Et je vais essayer de tenir 45 minutes à peu près, maximum, ou un peu plus. Mais voilà, l'idée, c'est évidemment d'avoir des échanges avec vous pour répondre à des questions, ce qui fait que c'est un peu plus intéressant. Donc, à quoi a-t-on affaire ? Pourquoi est-ce que... Alors là, sur la couverture, parce qu'il fallait vendre et que c'était pas bien de mettre des mots compliqués, on a mis régionalisme, mais si vous prenez le livre, si vous le feuilletez, si vous regardez le plan, vous voyez que je parle d'ethno-régionalisme. Pourquoi ? Parce que le régionalisme en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Historiquement, il y a plusieurs types de régionalisme. Il y a un régionalisme qui va être un régionalisme économique, c'est celui des régions clémentelles qui... D'ailleurs, la Loire-Atlantique dans la Bretagne, dès les régions clémentelles, elle n'y est pas. Donc en fait, ça remonte avant Pétain. Mais bon, qu'importe. Ça, c'est pour les petites bisbilles locales. Donc on pourrait discuter d'ailleurs, est-ce qu'il faut intégrer ou pas, ça c'est un autre sujet. Mais quoi qu'il en soit, le régionalisme économique est fondé, est basé et construit sur l'idée que la région est un cadre de développement économique. Et que ce cadre-là, eu égard à l'échelle qui est le sien, eu égard aux politiques publiques qui peuvent être menées dans ce cadre-là, est vu comme étant pertinent. Et donc, on ne s'intéresse pas à l'identité ou à la pertinence démocratique. L'important, c'est dans quelle mesure on peut développer des politiques publiques dans un cadre qui va être un cadre territorial donné. Autre type de régionalisme, le régionalisme qu'on pourrait dire, je dirais, démocratico-politique de la vieille décentralisation, qui émerge en réalité pas du tout. Alors, oubliez les affaires de Girondins, Jacobins, laissez les révolutionnaires de leur côté, ça c'est de la reconstruction historique. Les Jacobins et les Girondins n'en avaient rien à faire des sujets de décentralisation. Et le fédéralisme girondin, c'est juste un nom d'oiseau que les montagnards leur envoient parce que être fédéraliste sur la Révolution française, pour tout un tas de raisons, c'est pas assumable et donc c'est une insulte. Ça l'est pas, mais à l'époque ça l'est. Ça remonte pas du tout à cette époque-là, ça remonte au 19e siècle. Au 19e siècle, les républicains sont un peu embêtés sous le Second Empire parce qu'en réalité, ils ne voient pas vraiment de lumière au bout du tunnel et ils se disent, voilà, si jamais on passe par la conquête des collectivités locales, on pourra insuffler un esprit républicain. Donc on a des républicains qui deviennent très décentralisateurs sous le Second Empire. Certains le resteront, d'autres non. D'autres, on ne comprend pas trop. Quand ils sont au pouvoir, ils ne sont pas du tout décentralisateurs, et quand ils n'y sont pas, ils le sont beaucoup, comme Clémenceau. Mais dans tous les cas, l'idée est là. La collectivité locale est un lieu de démocratie. La décentralisation version 82, c'est l'héritière de ça, et un peu de l'autre. Mais c'est essentiellement l'héritière de ça. Et dans le cadre de la région, ça vise à considérer que des politiques publiques, pour être contrôlées politiquement, pour être contrôlées démocratiquement, doivent être exercées
à une échelle qui est une échelle qu'on pourrait dire de la région. Échelle qui avait du sens jusqu'à la loi NOTE, maintenant qu'on a des régions grandes comme des États européens, la Nouvelle-Aquitaine c'est la taille de l'Autriche quand même, qui est elle-même un État fédéral, d'autres qui sont plus restreintes. C'est moins de sens aujourd'hui de parler de la région comme échelon démocratique, tout bêtement parce que c'est trop divers et pas clair. Mais bon. L'autre type de régionalisme, c'est une forme de régionalisme culturel. Et celui-là doit nous intéresser au premier chef, c'est-à-dire que c'est un régionalisme qui se base sur ce qu'on pourrait appeler après Simone Veil les petites patries. Vous avez des langues, vous avez des cultures, et ces cultures forment une forme de dégradé sur le territoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit où tout d'un coup il y aurait une culture pure qui devrait être celle du territoire voisin. Chaque culture s'interpénètre, et chaque culture apporte quelque chose à l'unité nationale, et en même temps lui doit quelque chose. Les langues vont avoir des emprunts de la langue nationale, la langue nationale va avoir des emprunts des langues régionales, et tout ça forme une forme de continuum culturel. Il y a évidemment des frontières culturelles, etc., mais il n'y a pas de frontières totalement opaques au sein du territoire. Par exemple, si vous allez en Alsace, vous avez des vallées en Alsace, notamment celle du président Frédéric Bierry, la vallée de la Bruche, où on parle français, historiquement. On ne parle pas du tout alsacien. Dire on parle alsacien en Alsace, c'est pas évident. Au nord de l'Alsace, on va parler du francique. Au sud, on va parler du moyen allemand. Et dans ce continuum alsacien, vous avez des villages, des vallées, des territoires où on va parler des langues d'oïl proches du français. Idem pour les différents dialectes de Basse-Bretagne. Et on y reviendra, idem évidemment pour division gallo-breton. Donc, on a des cultures qui ne sont pas opposées et opposables à la culture nationale. La culture française en tant que telle, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel et un jour on dit voilà, ça c'est la synthèse culturelle française, ça prendre ou à laisser. Non, c'est une construction. Cette construction, elle s'enrichit et elle se reproduit par justement intégration. Ça c'est le régionalisme culturel. Et ce régionalisme culturel, il n'est pas du tout blâmable et on pourra revenir sur ce qu'a fait la République, etc. La République a parfois été coupable de considérer que tout ça, c'était pas utile, c'était même une menace et de le balayer d'un revers de main. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'ethno-régionalisme. Et là, c'est le cœur de la thèse. Mais il est important de faire la différence entre les trois autres et celui-ci pour vous montrer justement en quoi il incarne une rupture. L'ethno-régionalisme, c'est quelque chose qui naît relativement tardivement. Il y a plusieurs sources, il y a plusieurs racines. La première racine, elle date en réalité de la Restauration. Sous la Restauration, vous avez une partie des ultras qui vont dire, voilà, le problème de la France, ça a été la Révolution. Allons chercher des territoires qui n'ont pas été touchés par les Lumières, qui n'ont pas été touchés par la Révolution dans leur fond culturel. C'est notamment le Pays Basque, la Basse-Bretagne, etc. Alors, c'est pas très gentil pour ces territoires, pour les territoires en question, soyons clairs, mais dans la bouche des ultras, c'est sympa. Ils pensent vraiment que, du coup, on va régénérer la France en allant chercher une France non touchée par les Lumières. Et donc, ils vont construire des images d'Épinal, souvent depuis Paris, en disant, voilà, la Basse-Bretagne, c'est ça. De l'autre côté, les républicains ou les libéraux vont construire un contre-logiciel. Vous connaissez ça, mais Bécassine, etc. À l'origine, c'est politique. Il s'agit de dénoncer ce logiciel-là, en opposition, en disant non, en fait, c'est pas l'idéal. Au contraire, c'est ce qu'il faut fuir. Donc, on a des petites patries, justement, qui vont être pris dans un jeu de conflit très parisien, avec des idées, des visions de ces territoires qui n'ont qu'un rapport assez distant à la réalité et à ce qu'ils sont, mais qui en font un outil politique. Une fois que la vie politique évolue, au XIXe siècle, il y a plusieurs grands phénomènes qui se produisent. Il y a notamment l'exode rural, la révolution industrielle, etc. Tout ça fait qu'on va avoir des effets de déracinement et qu'on va avoir de l'autre côté des élites des grandes villes de province qui vont tenter de se chercher une légitimité. Comment, moi, notable brestois par exemple, Brest, alors j'ai appris tout à l'heure que c'était une fondation romaine et pas seulement une fondation royale, mais quand même ville plutôt française dans le Finistère. À l'origine, la marine, l'armée, etc., on parle français. Comment moi, notable brestois qui ne parle pas réellement le breton, je construis ma légitimité. Ou rennais, ou nantais, ou ajaxien, ou bayonnais, ou strasbourgeois. Eh bien, je construis ma légitimité face aux élites parisiennes en disant attention,
on ne joue pas sur le même registre, vous et moi. On joue sur un registre qui va être un registre de dominant à dominer d'une certaine façon. J'incarne, moi, notable brestois, une culture que vous tendez à écraser. Le problème, c'est que le breton, souvent, je ne le parle pas, et que je n'ai pas du tout grandi dans cette culture. Et donc, je vais l'idéaliser. Je vais reproduire une langue, je vais repenser une culture, et je vais la construire au moment où je suis. C'est-à-dire que fin 19e, début 20e, j'ai quoi sous les yeux ? J'ai la construction du roman national français. J'ai la construction du nationalisme républicain de la Troisième République. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais pareil. Je fais pareil. De la ville marquée, etc. Je vais construire mon contre-récit. Et je vais récupérer des choses. Je vais faire un drapeau, je vais faire des hymnes. Bref, je vais construire un contre-nationalisme. À la fois en opposition et en même temps en mimétisme de ce qui se passe au niveau national. Ce logiciel-là, il va conduire à totalement mépriser ce que sont les petites patries. La langue. La langue, normalement, c'est un outil de communication, et puis j'ai dit avec des variations. Seulement, si je veux arriver à expliquer que c'est un outil d'abord d'identité, je vais l'unifier, cette langue. Je vais expurger tous les dialectes, et je vais les unifier en une seule et même langue. Je vais expurger également tous les mots issus du latin et du français. Je vais aller chercher en Bretagne des mots qui viennent du gallois, pour dire ici c'est une langue celtique. Le gallo, ça m'embête le gallo, parce qu'évidemment c'est une langue d'oil, c'est proche du français, le gallo ça n'existe pas. Je faisais un débat sur France 3 Bretagne face à Ziz Gouez il y a quelques temps, il me dit le gallo c'est jamais qu'une forme dialectale du français. Et en même temps, il faut l'enseigner. Mais en même temps, le breton, les dialectes, il ne faut pas les enseigner parce qu'il faut enseigner que les langues. C'est pas cohérent. Donc, si vous voulez, du coup, on a une logique où le gallo doit disparaître parce que ce n'est pas une langue intéressante. C'est une langue qui ne permet pas de capitaliser sur une identité. En Bretagne, on parle breton. Et on parle le breton unifié, expurgé des apports du français. C'est comme ça que quand vous allez avoir, changeons de lieu, quand vous allez avoir des militants provençaux qui vont aller parler en provençal à des paysans de Provence au début du XXe siècle, personne ne les comprend. Ils viennent porter leur logiciel, ils viennent dire oui, février, etc. Mais en réalité, non seulement les paysans provençaux, et on a plusieurs témoignages là-dedans, et j'en cite quelques-uns dans le livre, ne les comprennent pas, mais en plus ils les haïssent. Comment ça vous parlez en notre nom ? Comment ça vous prétendez m'apprendre ce que c'est de parler provençal ? Tu ne parlais pas provençal quand tu étais petit, tu viens m'apprendre ce qu'est le provençal, et en plus tu me dis que je parle mal. Le provençal, c'est moi qui le parle. C'est pas toi, le bourgeois de Marseille, qui tout d'un coup s'est dit la Provence, c'est moi. Non. Sauf que ces militants-là, ils font des revues. Ces militants-là, ils ont le capital social, ils ont le capital éducatif, ils ont le capital culturel. Et lorsque Paris cherche justement à redécouvrir les provinces, lorsque Paris cherche à redécouvrir les cultures régionales, qu'est-ce qu'elle trouve ? Elle trouve eux, elle ne trouve pas le paysan provençal. Et donc, dans certaines régions, on y reviendra peut-être, mais pas partout, ces militants ont réussi à imposer la définition de ce qu'était la Bretagne, de ce qu'était le Pays Basque, de ce qu'était la Corse, de ce qu'était l'Alsace. Parce que Paris leur a reconnu ça. À travers les subventions, à travers les postes, les écoles, etc. Et souvent, les vraies langues régionales vont péricliter, voire disparaître, alors que ces versions recomposées, reconstruites, jamais parlées par personne, elles vont s'imposer. Donc, vous voyez qu'on est sur un logiciel quand même qui est un logiciel problématique de repolitisation avec, là, je parlais des langues, parce qu'évidemment, c'est peut-être plus marquant, peut-être de plus sensible, et de moins récupérable d'une certaine façon, malheureusement. Mais idem pour les symboles. Prenez le drapeau basque. Bon, je ne vous fais pas l'histoire du drapeau breton, vous la connaissez. Enfin, je pense, ici à Brest, au moment où vous allez voir Marshall, etc. Mais prenez le drapeau basque. Le drapeau basque, il ne date pas de toute antiquité. Il a été créé par Arana. Arana, c'est un nationaliste du début du XXe siècle qui recrée une histoire du Pays basque, alors qu'il n'y a jamais eu vraiment d'État basque dans l'histoire, et qui crée un drapeau, dont aujourd'hui on pense qu'il date de Mathusalem, mais non. Arana, c'était la personne qui disait qu'il ne faut pas faire de mariage entre basques et non basques, parce qu'il ne faut pas porter atteinte à la pureté de la race.
Aujourd'hui, vous avez, parce que ça devient très très de gauche, hein, tout ça, le régionalisme, vous avez des réunions sous le drapeau basque de gens qui disent oui, on va faire de l'intersectionnalité sous le drapeau basque, tu parles. Donc, vous avez eu une captation de ces identités. Aujourd'hui, ce qu'est la Bretagne, ce qu'est le Pays basque, c'est en grande partie ce que ces militants, au début du XXe siècle, nous ont dit ce que c'était. Et ce qui est subventionné par les collectivités territoriales, ce qui est reconnu par l'État, et ce qui passe par d'autres canaux. Le goodies. Quand vous allez dans les quartiers touristiques de Brest, et que vous avez une foule de touristes qui achètent des petits goodies, là, on est sur des trucs souvent fabriqués en Chine, qui sont directement tirés du logiciel ethno-régionaliste du début du XXe. Et donc, pour l'ensemble, pour tout le monde, ça devient vraiment ça, la Bretagne. Or, vous comprenez bien que c'est un problème. Quand j'ai sorti le livre, j'ai eu le droit à mon petit communiqué de presse de votre président de région, Justin Girard, qui m'a dit « Je ne suis pas antisémite ». Je ne m'y attendais pas forcément, parce que je n'avais jamais dit qu'il avait été antisémite, et je ne le crois pas, objectivement. J'ai simplement dit que la région Bretagne avait accepté et avait adopté un hymne, le Brogos Mazadou, qui a été créé par François Jaffrenoux, qui est un barde dont on peut difficilement mettre en cause l'antisémitisme, au vu des quelques citations que je mets là-dedans. Si jamais il n'est pas antisémite, je pense qu'on peut effacer ce mot du dictionnaire, parce que c'est violemment, radicalement et sincèrement antisémite. Le problème, à la rigueur, c'est pas tant que... Enfin si, c'est quand même que la Bretagne ait accepté ce type d'hymne, mais le problème, c'est qu'elle ne se soit même pas posé la question. C'est dans le kit identitaire, c'est la Bretagne, et donc on prend. On ne sait pas d'où ça vient. Et zut, un jour on découvre que c'est problématique, mais en fait, on ne s'était même pas posé la question. C'était accepté, et d'une certaine façon, c'est devenu justement, alors que cet hymne, encore une fois, il ne remonte pas au Moyen-Âge ou à l'indépendance du duché de Bretagne, il remonte aux années 20. Et d'ailleurs, j'adore le contre-argument, quand je dis ça, on me dit « Oui, mais il a copié sur les Gallois ». Alors, l'étudiant qui vous dit « Non, mais c'est pas de ma faute si c'est antisémite, c'est que j'ai copié, monsieur ». Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Donc, les arguments sont en plus mauvais. Donc, il y a en effet un captage, et ce captage fait qu'au nom de la défense des petites patries, au nom de la défense de ce régionalisme culturel, on va avoir l'imposition d'un logiciel politique. Et que ce logiciel politique, très clairement, il est en opposition à l'unité nationale. Ce logiciel politique, il a été pensé, il a été construit pour être en opposition à l'unité nationale. Et non seulement il ne permet pas de sauver les petites patries, mais en plus, il tend à les condamner. Je suis passé sur Public Sénat pour le bouquin il y a 2 mois, et manque de bol pour la maire de Vitré, candidate de la droite au régional, Isabelle Le Callennec, ils ont fait un reportage sur elle. Elle était toute fière de montrer Vitré, vous situez, je pense, vous savez, c'est vraiment, c'est à la limite de l'Anjou. On n'a jamais parlé breton à Vitré. Même au Haut Moyen-Âge, on parlait déjà pas vraiment à Rennes, mais alors à Vitré, non. Okay, elle était toute fière de montrer ses panneaux en breton. Quelques jours plus tard, il y a une association de défenseurs du galop qui lui a décroché ses panneaux. Elle n'était pas contente du tout, elle les a remis. Et là, alors je ne sais pas ce qui se passe, visiblement, il y a des panneaux en galop qui ont été également enlevés par des militants bretons qui ne sont pas contents en zone galop. Donc ça devient assez ubuesque cette affaire. De loin, quand on regarde ça, ça peut paraître assez rigolo, mais en fait c'est grave. Parce que la région Bretagne finance 25 fois moins le galop que le breton. Le galop, on l'oublie dans le pacte d'avenir pour la Bretagne quand Édouard Philippe vient négocier ça. Parce qu'en fait, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. La région s'en fiche. Parce que justement, elle a totalement épousé le logiciel dont je viens de parler. Et donc, on tue des petites patries. Non, enseigner le breton à Rennes ou à Nantes, c'est pas sauver une culture. C'est faire passer une culture qui est une culture exogène pour une culture locale aux dépens de la vraie culture locale. Alors souvent on me dit oui, c'est de l'ethnocide, etc. Non, ça c'est de l'ethnocide, je suis désolé. Parce que là, il y a réellement une culture locale dont on se fiche totalement qu'elle soit sauvée. Et dont on fait passer le sauvetage
pour quelque chose d'autre qui non seulement n'est pas la culture locale, mais en plus de ça, est une culture qui, on l'a dit, a été en grande partie reconstruite, repensée, etc., pour créer une langue qui n'a pas grand-chose à voir avec celle qui était parlée, y compris en Basse-Bretagne. Donc là, il y a un effet de captation. Et les premiers coupables, ce n'est pas les militants. Les militants, ils défendent leur beurre et ils ont raison. Enfin, évidemment, je ne partage pas leurs idées, mais les vrais coupables, c'est les collectivités territoriales et l'État. C'est eux qui financent. C'est eux qui se leurrent. Sans eux, il n'y aurait pas ça. Donc, d'où l'effet de levier politique. Là, je ne cherche pas à convaincre les militants. Là, j'essaye de convaincre vous. J'essaie de convaincre également les élus. J'essaie de convaincre l'État que ce qui se fait est délétère. Une fois qu'on a dit ça sur ces mouvements, ils ont une stratégie extrêmement adaptable. Durant les années 20, l'argent, il venait d'où? En Corse, il venait de Rome, et en Bretagne et en Alsace, il venait de Berlin. Donc, il n'y a pas de souci. Vive le national-socialisme. Vous connaissez tout ça, et je crois qu'une conférence a été organisée ici sur ce sujet-là. Après-guerre, l'héritage national-socialiste, c'est un peu compliqué à assumer, on peut le comprendre. Et du coup, vous avez des militants qui passent avec armes et bagages à gauche. Ici, Fouéré notamment, qui crée son mouvement, elle n'est pas tout à fait de gauche, mais ça va créer par scission, le MOB, etc., le régionalisme breton de la gauche. Le logiciel ne change pas vraiment, c'est le même. Mais il s'adapte, tout bêtement, parce que ce qui compte, ce n'est pas la politique économique. Ce qui compte, ce n'est pas vraiment la question des politiques publiques, etc. Ce qui compte, c'est le logiciel. Et donc, tout doit changer pour que rien ne change. Jadis, il s'agissait d'être un militant extrémiste en disant « oui, vive la pureté de la race basque ou bretonne », et le lendemain, on dit « attention, nous, c'est comme l'Algérie, nous sommes une colonie, donc si vous donnez l'indépendance à l'Algérie, nous la voulons également ». Donc, parce qu'on est antiraciste. C'est rigolo quand même, par rapport au parcours. Donc, vous voyez un petit peu comment est-ce que la situation va évoluer. Alors, attention, ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Mais souvent, vous avez des liens en termes de littérature, en termes d'idéologie, et parfois en termes de personnalité. Et tout ça va créer une forte adaptabilité. Quand la lumière est à gauche, ces mouvements sont de gauche. Quand la lumière est à droite, ils sont de droite. Mais encore une fois, ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est leur capacité à avoir une empreinte culturelle, à conquérir la sympathie des médias, des forteresses universitaires. À l'université de Corté, vous avez quand même un amphithéâtre qui s'appelle Aquaviva. Aquaviva, c'est le nom d'un plastiqueur du FLNC. Le préfet a boudé le jour de l'inauguration, mais il n'est pas venu. Ça n'a pas empêché quand même d'inaugurer l'amphithéâtre Aquaviva. Comment voulez-vous ensuite que les jeunes Corses se disent attachés à la République quand ils ont pris des cours dans un amphithéâtre du nom d'un plastiqueur du FLNC? C'est fâcheux. Pas de problème. Donc, vous voyez que là, il y a des conquêtes culturelles qui se font par lâcheté. Et ces conquêtes culturelles qui souvent sont faites par lâcheté, parce que c'est pas grave, la France est centralisée, ce qui n'est pas si vrai aujourd'hui, etc., ça finit par avoir une empreinte politique gigantesque. 67,5%, c'est le taux de vote pour les partis nationalistes en Corse. Le taux de breton qui se dit plus breton que français est passé en 20 ans de 20 à 40%. Donc si, il y a un sujet. Et ce sujet-là, si on n'est pas capable de l'aborder, de le traiter, et pas uniquement de considérer le résultat, parce qu'en effet, le résultat de ce type de parti en Bretagne n'est pas mirifique, mais l'influence culturelle, la capacité à donner le là, elle l'est. Ce qui me permet de faire la transition avec ma deuxième partie, et de regarder accessoirement, si je ne vous ai pas... Ouais, je ne suis pas en avance. C'est pas gentil. Qu'est-ce qui fait qu'entre guillemets, à un moment, ça dégénère? D'un point de vue politique, j'entends. Souvent, on dit, il n'y a pas de violence, donc il n'y a pas de problème. En réalité, la violence, il faut bien voir que c'est un symptôme de faiblesse de ces mouvements. C'est quand vous n'avez pas d'espoir que vous faites péter des bombes. Quand vous pensez que vous pouvez conquérir
des marches politiques, et bien à ce moment-là, où en règle générale, la violence devient un handicap. Et donc, vous ne faites plus exploser de bombes. Donc dire qu'il y a, enfin, il y en a de temps en temps quand même, le FLB, mais dire qu'il n'y a plus de bombes en Bretagne ne signifie pas que la situation est meilleure. Les chiffres que je viens de vous donner vous montrent que non. Il y a moins de bombes en Corse, 67,5%. Donc vous voyez que ce n'est pas vraiment l'indicateur, même si évidemment il faut se féliciter qu'il n'y ait pas d'explosion de bombes. En règle générale, ces partis arrivent à imposer leurs idées quand ils parviennent à obtenir des canaux. Ces canaux, on l'a dit, ils passent en grande partie par les élus locaux. Néanmoins, ces dernières années, on a l'émergence d'un autre type de phénomène sur lequel j'avais particulièrement travaillé, ce qui a vraiment motivé, là je vous disais tout à l'heure, il y a un pont entre la recherche et le bouquin, donc le côté plus essai, le côté vraiment chercheur qui écrit des trucs un peu abscons. C'est vraiment ce sujet-là. Ce sujet, c'est celui qu'on appelle en France de la différenciation territoriale. C'est un sujet qui peut paraître technique. En règle générale, quand on commence en parlant, on dit « Ouh là là là, il va nous faire du droit des collectivités territoriales », c'est le truc le plus ennuyant de la Terre. C'est pas tout à fait, en effet, le truc le plus rock'n'roll pour arriver à soulever un public, mais pourtant c'est important. La différenciation territoriale, ça met en place ce qu'on appelle une forme de décentralisation asymétrique. Et là, je reviens à ma carte d'Europe que je vous tissais à gros traits tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous disais, voilà, il y a un pays qui va bien. Pourquoi? Je vous disais, c'est l'Allemagne, dans nos voisins directs immédiats. Pourquoi l'Allemagne va bien? Eh bien, parce que l'Allemagne est sur un modèle purement symétrique de décentralisation. C'est le vieux fédéralisme à l'allemande ou à l'américaine. Comment ça marche le système allemand? Vous avez des Länder. Ces Länder, ils ont des compétences. Alors, il y en a qui ont quelques titres un peu bizarres, on parle de Freistaat, etc., mais c'est juste des titres symboliques. Vous avez un Bund, un État fédéral, et vous avez entre les deux la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, qui a un but historiquement, comme la Cour suprême américaine, c'est de dispatcher les compétences, de s'assurer que le Bund n'intervienne pas dans le champ des Länder et que les Länder n'aillent pas disputer des compétences à la fédération. Le fédéralisme classique est strictement symétrique. C'est même dans sa définition. Et évidemment, c'est super d'être bavarois. C'est quand même vachement mieux que d'être saxon, parce que bon, on ne mange pas bien, on saxe, etc. La Bavière, c'est mieux, hein, vous êtes d'accord? Et donc, je suis très fier d'être bavarois, je méprise le saxon, ou le hanovrais, ou le bade-württembergeois, ça n'existe même pas, c'est un truc collé, le bade-württemberg, mais quelle idée! Être bavarois, ça c'est classe. N'empêche que j'ai beau considérer que être bavarois, c'est le truc le plus classe de la Terre, et puis en plus, BMW, n'empêche, être bavarois, du point de vue des compétences, ce sont les mêmes, et c'est le même statut que le Hanovre. Et donc, ça crée un effet qui va être un effet de non-surenchère. Qu'ont fait nos autres voisins? Ils se sont dit, voilà, on a des questions identitaires chez nous. On a une question catalane, on a un sujet écossais, on a des padans qui nous embêtent. C'est rigolo la padanie, parce que ça n'a jamais existé dans l'histoire, il faut le voir. Là, on parlait d'ethno-régionalisme, là on est dans l'ethno-régionalisme à fond les ballons. Il faut arriver à couper les liens fiscaux avec le Mezzogiorno. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, nous on est padans. Ça n'existe pas, il n'y a jamais eu de padans, c'est pas grave, on est padans. Mais historiquement, on va vous créer une histoire de la Padanie, ça date des Celtes. Si, là aussi les Padans sont Celtes, d'ailleurs comme les Catalans. Dans le nationalisme catalan, les Catalans sont Celtes. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, idem pour les Padans. On va créer une langue padane. Hein. Ça n'a rien de différent avec les dialectes d'à côté, mais c'est pas grave, c'est Padan. Donc là, complète création idéologique, la Padanie, avec un but fiscal. Mais du coup, on a un problème Padan. Comment est-ce qu'on règle ces problèmes chez nos voisins? On va dire c'est facile. On va donner un statut particulier. Autrement dit, on va créer un lien entre le statut, l'organisation d'une collectivité, ses compétences et son identité. Si jamais tu as une identité plus affirmée, tu vas avoir un statut spécial et tu vas avoir des compétences qui vont aller avec. Cette idée, c'est une mauvaise idée. Alors nos voisins, ils le savent, parce qu'on a de l'expérience, on a du recul, etc.
En France, par contre, nos politiques et nos technocrates, ils n'ont pas tout à fait compris, et donc ils recopient la même chose 30 ans plus tard. Mais cette idée, c'est une mauvaise idée. Prenons l'exemple britannique, qui est l'exemple le plus parlant et le plus proche, parce que l'Espagne, il y a encore d'autres complications, même si ça s'applique assez bien. Comment ça se passe en Grande-Bretagne? En Grande-Bretagne, la rupture a lieu à la fin des années 90 et au début des années 2000. Tony Blair a plusieurs demandes, notamment des demandes des barons travaillistes. Les barons travaillistes en Écosse lui disent « on a un problème, on a le Scottish National Party. Les nationalistes écossais veulent prendre notre place et ils montent un peu. Oh, il y a loin de la coupe aux lèvres, hein, mais si vous nous donniez, vous les Londoniens, un statut particulier, on pourrait dire au Scottish National Party, bah, votre existence n'a aucun sens. Vous êtes nuls. Nous, travaillistes, on a obtenu le statut. Donc, retournez chez vous, vive le Labour. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Enfin, ils obtiennent leur statut. Seulement, en l'obtenant, ils légitimisent le Scottish National Party. 10 ans plus tard, le Scottish National Party obtient quasiment tous les sièges, enfin obtient quasiment 50% tous les sièges à Westminster pour l'Écosse, et le Labour est quasiment rayé de la carte. Comment ça se passe en Corse? Je le disais, c'est pas si vieux, ça date d'il y a 10 ans. On a Paul Jacobi, radical de gauche, parti communiste, hein, l'Alliance. Même situation. Il arrive à Paris et il dit oh, nous on a un problème, on a des nations. Oh, il pèse 20%, hein, ça va aller. À peu près autant que le Scottish National Party d'ailleurs. Donnez-nous un statut particulier, votez de nuit par un amendement à la loi NOTRe, et je m'en débrouillerai. Et par ailleurs, je vais faire adopter par résolution tout le programme des nations. Libération des prisonniers politiques. Un mot sur les prisonniers politiques. Un prisonnier politique, c'est un prisonnier qui est embastillé pour des raisons politiques, c'est-à-dire pour ses idées. Tiré dans le dos d'un préfet de la République, ça s'appelle un crime de droit commun. Hein? Faire exploser un restaurant, ça s'appelle un crime de droit commun, c'est pas un crime politique. Si je fais exploser un restaurant, je vais également en prison, quelles que soient mes idées. Donc, prisonnier politique, c'est absurde. Pourtant, ça n'empêche pas Paul Jacobi de reprendre le truc. Co-officialité de la langue, c'est bien, ça veut dire que tous les fonctionnaires corses seraient obligés de parler corse, ce qui risque de poser problème à un certain nombre. Droit du résident, ça aussi ça arrive en Bretagne en ce moment. Juste un mot, ça implique de sortir de l'Union Européenne. Je ne sais pas si faut avoir un statut de région ultra-périphérique type Nouvelle-Calédonie. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc sachez qu'en bonne conséquence, si jamais on vous vend ça, ça implique Frexit direct, enfin Brexit, Britannic-site, bref, comme vous voulez, parce qu'en réalité, c'est pas compatible du tout avec le droit de l'Union Européenne. Donc, on se retrouve face à quelque chose qui légitimise. Et Paul Jacobi se fait virer manu militari aux élections suivantes par les nations dont il a repris tout le programme et dont il a obtenu un certain nombre de concessions qui réalisent leur programme à Paris. Donc, c'est pas une bonne idée. Autre élément, vous créez un effet de surenchère. Je reviens à la Grande-Bretagne. Qu'est-ce qui s'est passé avec la devolution en Grande-Bretagne? On a dit, voilà, on va faire la devolution. On ne va pas faire ça que pour les Écossais. On va, alors l'Irlande du Nord est un cas à part, évidemment je laisse de côté parce que la guerre, etc. Mais on va le proposer aux Anglais, les Anglais ils n'en veulent pas. On va le proposer aux Gallois. Les Gallois ils en veulent assez moyen. Ils adoptent la devolution mais à 51%. Et ils l'obtiennent avec un statut de moindre autonomie par rapport aux Écossais. À l'époque, il y a 3 grandes tendances au Pays de Galles. Vous avez le parti régionaliste, le Placimo, qui dit « Nous, on veut une devolution renforcée avec un statut quasiment d'État fédéré. » Vous avez les travaillistes qui disent « Nous, on veut la devolution, hein. Votez oui. » Et vous avez les Tories qui disent « Non, nous, on n'en veut pas, l'unité de la Grande-Bretagne, etc. » Qu'est-ce qui se passe quelques années plus tard, 10 ans plus tard? Vous avez 2 phénomènes, internes et externes. D'un point de vue interne, quand vous rentrez dans un jeu d'asymétrie, quand tout est négociable avec Paris, Londres ou Madrid, c'est très compliqué pour un parti au niveau local de dire « Ah, moi je ne prends pas la compétence ».
Si vous regardez aujourd'hui le programme du PS en Bretagne, c'est le programme de l'Union démocratique bretonne dans les années 80. C'est-à-dire que vous avez toujours un effet de conquête idéologique de ces partis. Parce que si jamais tout est négociable, et même ça ne l'est pas, mais particulièrement si tout est négociable, admettons qu'un parti régionaliste dise « moi je veux la sécurité parce que je veux régler le problème de la sécurité en Bretagne ». Et que vous êtes un grand parti national, républicain, etc., et que vous dites « non, 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 la sécurité, c'est le régalien ». Vous dites deux trucs en fait. D'abord, vous avez des problèmes de sécurité, rien à faire. C'est pas moi qui le réglerai en tout cas. Deuxième élément, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, voilà, l'identité bretonne, ou l'identité alsacienne, ou l'identité padane, ou l'identité auvergnate, il ne faut pas négliger, je suis auvergnat, n'est pas assez affirmée pour obtenir une compétence comme la sécurité. Comme vous ne dites pas ça, vous mettez la sécurité dans votre programme aussi et vous vous engagez à aller chercher la compétence sécurité à Paris. Bon, je vais très loin avec la sécurité, mais c'est pas tout à fait, à Barcelone par exemple, c'est pas une dystopie. C'est pas si loin. D'ailleurs, il y avait un candidat l'AREM en Île-de-France, au dernier régional, qui demandait une police régionale, ce qui est totalement inconstitutionnel, mais voilà. Donc, voilà, vous créez un effet de surenchère entre partis. Comme tout peut être négocié, ne pas aller chercher une compétence, c'est mépriser l'identité, et c'est refuser de régler le problème au niveau local. Difficile d'être audible localement avec ça. Ensuite, vous créez un jeu de concurrence entre collectivités. Parce que, qu'est-ce qui se passe justement dans notre pays de Galles au milieu des années 2000 ? Vous avez des Gallois qui vont dire « on n'est quand même pas des sous-écossais, nous. » Non, parce que là, ils nous ont donné un statut de moindre autonomie, mais ça veut dire quoi? Que les Écossais, ils ont une identité mieux que nous? Parce que si je lis compétences, statut et identité, ce qui en soi est absurde, le fait d'avoir une meilleure identité, une identité plus affirmée, vous donne pas de meilleures compétences, fait pas de vous un meilleur périmètre pour gérer une politique de santé, par exemple. Non. Mais si vous liez les trois, et que je suis gallois et que les Écossais ont un meilleur statut, dans le sens de plus d'autonomie, je me sens extrêmement méprisé. Donc quel va être le logiciel au Pays de Galles? Ça va être de dire, non mais attendez, on n'est pas des sous-écossais, on veut un statut à l'écossaise. Ils vont finir par l'obtenir, les Gallois, le statut à l'écossaise. Seulement, le statut différencié, il vaut par son exceptionnalité. Que vont dire les Écossais? Non mais, attendez, ok, ils sont un peu celtes, mais Gallois, quand même, c'est un peu ridicule, parce que ils sont quand même dans le royaume d'Angleterre depuis quasiment le Moyen-Âge. Je veux dire, l'Écosse, c'est mieux. L'indépendance et tout, les Stuarts, faut pas exagérer quand même. On veut un statut mieux qu'eux. Ils vont l'obtenir. Et les Gallois, ils vont dire quoi derrière? Non mais vous plaisantez, on n'est pas des sous-écossais. Je vous promets que ça s'arrête un jour. Et donc, on veut un statut comme les Écossais. Ils vont l'obtenir. Que vont dire les Écossais? Ils vont dire, on n'a plus grand-chose à réclamer, donc on va demander l'indépendance. Cet effet de gradation, on la retrouve dans la plupart des pays dont j'ai parlé. Et elle est problématique. En France, elle s'applique particulièrement bien. Quand vous écoutez Gilles Simeoni, il vous dit quoi? Il vous dit « je veux le statut de la Nouvelle-Calédonie ». Ce qui est absurde. Parce que la Nouvelle-Calédonie, si vous reprenez les accords de Nouméa, c'est un territoire en voie de décolonisation. Donc les nations corses demandent que la Corse devienne une colonie. C'est rigolo. Par ailleurs, on est au Front Pacifique, hors Union Européenne. Or, souvenez-vous de la photo de Simeoni avec drapeau corse et drapeau de l'Union Européenne derrière, pas de drapeau français. Avec Jacqueline Gouraud, qui ne comprenait pas trop ce qu'elle faisait là. Non, a priori, c'est pas vraiment dans raccord avec le logiciel, mais qu'importe. L'important, c'est que la Nouvelle-Calédonie est le territoire dans la République qui est le plus autonome. Donc c'est ça qu'il faut viser. Parce que les compétences n'ont pas d'importance pour elles-mêmes. Les compétences n'ont d'importance que parce qu'elles permettent de reconnaître une identité. Il y a peu, je dialoguais avec Frédéric Bierry sur un plateau. Frédéric Bierry, qui est le président de la collectivité européenne d'Alsace. On pourrait reparler d'ailleurs contre ce truc de collectivité européenne d'Alsace, mais bon, qu'importe, on y reviendra peut-être. Et je disais à Frédéric Bierry, mais qu'est-ce que vous visez? Il fait, mais moi je veux un statut à la Corse. Moi aussi je suis une île montagne. Alors, il n'a pas dit ça comme ça, mais... Parce que le statut corse se définit théoriquement comme le statut d'une île montagne, c'est pour ça qu'il est différencié, etc. Bon, voilà. Mais, et donc, pourquoi? Parce qu'en réalité, la Corse, c'est le territoire métropolitain
qui a le plus d'autonomie. Donc, si je veux avoir l'identité alsacienne reconnue, je vise ça. Isabelle Le Callennec, j'ai rien contre elle, mais force est de constater, Isabelle Le Callennec, lors des dernières régionales avec Marc Le Fur, elle n'était pas toute seule, ils sont allés faire un voyage d'études à Strasbourg pour demander à Frédéric Bierry, mais comment c'est trop bien la collectivité européenne d'Alsace, on veut la même chose, on veut l'Assemblée de Bretagne, nous aussi on veut fusionner nos collectivités. Donc aujourd'hui on a des Bretons qui copient sur des Alsaciens qui rêvent de Corse et des Corses qui rêvent de Nouvelle-Calédonie, et des Néo-Calédoniens qui rêvent d'indépendance. Si demain vous avez, c'est un jeu de petits chevaux, hein. Donc si demain vous avez l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, un statut à la néo-calédonienne pour la Corse, ben, tout ça se suit. D'accord ? Donc c'est fondamentalement dangereux. C'est étudié, nos voisins s'en sont tous repentis, mais, et je conclurai là-dessus, on a quand même un mystère en France avec cette idée. Encore une fois, je suis patriote, hein. Je pense qu'en effet, on a une histoire exceptionnelle, mais nos voisins font des erreurs, et on arrive à faire les mêmes, en étant persuadé que nous, ça ne va pas être pareil. On a fait ça sur d'autres sujets, hein. Mais, si vous voulez, quand même, la plupart de nos voisins ont fait cette bêtise il y a 20 ans, 30 ans. On a des résultats, à la fois visibles, en termes de recherche, même d'analyse macro-statistique. En règle générale, un enfant un peu cortiqué, qui voit que son petit camarade, il a pris sa main, il a posé sur la plaque chaude et que ça fait mal. Il ne fait pas la même chose. Il a un peu d'empathie, etc. Bon, il y en a toujours quelques-uns qui sont un peu plus bêtes que les autres. Désolé si c'est arrivé à l'un de vos gosses. Ou qui se prennent pour des super-héros. Et donc ils disent, lui il est nul, et ils la mettent, la main, sur la plaque chaude. C'est ce qu'on a fait en Corse. Et en effet, ça a brûlé, hein. Encore une fois, région où on vote le plus pour ces partis partout en Europe. Et comme on est comme des enfants particulièrement idiots, on se dit, oui, mais c'est ma main droite. La main gauche, c'est la main du super-héros. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en Alsace ? Et je suis persuadé qu'une fois qu'on l'aura fait en Alsace, on se dira, oui, mais peut-être que cette fois-ci, maintenant, elle a été bouillantée, je vais faire la même chose en Bretagne. Donc, il y a un moment où stop. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut, je dirais, être réaliste et considérer que quand on a fait une erreur, quand d'autres ont fait une erreur, il ne faut pas la reproduire. Or, pourtant, on s'entête à le reproduire, et ce livre, c'est une forme d'avertissement pour dire d'arrêter les bêtises. J'ai l'impression que malgré tout, il a eu un petit écho, et que certains qui envisageaient de se rallier à ces bêtises sans trop y réfléchir, y ont quand même un peu réfléchi, mais il y a très très loin de la coupe aux lèvres, et ce que je peux vous dire en 2 mots, et ça sera ma conclusion pessimiste, hein, mais ensuite vous poserez des questions optimistes et j'y répondrai de manière optimiste, c'est que on sait comment éviter que ça arrive. On sait qu'il ne faut pas faire de différenciation territoriale. C'est le principal problème. On sait qu'il faut arrêter de financer ces groupes et qu'il faut sauver les petites patries par d'autres biais. Il ne faut surtout pas faire de différenciation territoriale. Ce que l'on ne sait pas faire, en revanche, c'est qu'une fois que le phénomène est lancé, une fois qu'on est au stade de la Grande-Bretagne, de l'Espagne ou de la Belgique, on ne sait pas rétropédaler. En tout cas, aucun de nos voisins n'y est arrivé. Une fois que le train est lancé, il se crache forcément contre le mur. Alors, on est français, hein, donc on arrivera peut-être, nous, à trouver la parade. Mais bon, si on pouvait éviter le problème et éviter de chercher une parade que personne d'autre n'a trouvée, je dois avouer que ce serait mieux, hein. Donc, essayons, tant qu'il est temps, il est peut-être plus temps pour certaines régions, notamment la Corse, ça va être compliqué, mais essayons tant qu'il est temps, eh bien, d'avoir conscience du danger qui nous guette, parce que si nos voisins aujourd'hui ont bien des problèmes, et si nous en avons également beaucoup, eh bien, c'est un problème que pour l'instant nous n'avons pas trop, mais qui, une fois qu'il s'est imposé, détruit et la solidarité nationale, et l'unité nationale, peut-être même l'avenir de la nation, et rend le pays souvent en grande partie ingouvernable. Donc grosso modo, on a assez de problèmes, évitons de nous en créer un autre. Et sur cette conclusion optimiste, sur cette conclusion emballante qui vous dit on va y arriver, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci.